L'histoire de la Provence. Bonjour à tous. Fermez les yeux. Imaginez-vous sur une terrasse ensoleillée, un verre de rosé à la main, face aux champs de lavande qui ondulent dans le Mistral. Vous y êtes ? Parfait. Bienvenue en Provence. Mais attention, derrière cette carte postale parfaite se cache une histoire extraordinaire. Car cette terre, qui nous fait rêver aujourd'hui, a vécu 2600 ans de bouleversements, de conquêtes, de résistance et de renaissance. Des Grecs aux Romains, des papes aux rois de France. Comment cette région unique au monde a-t-elle forgé ce caractère si particulier ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Première escale, il y a presque 1 million d'années. Oui, vous avez bien entendu, 1 million d'années. La grotte du Vallonné dans les Alpes-Maritimes était déjà habitée vers moins 950 000 ans. Pour vous donner une idée, nos ancêtres provençaux faisaient du feu dans la grotte de l'Escale à Saint-Estève-Janson, il y a 600 000 ans, quand leurs cousins parisiens couraient encore après les mammouths. À Nice, à Terra Amata, on trouve des foyers vieux de 400 000 ans. Et la grotte Cosquet, près de Marseille, des peintures qui datent de moins 20 000 ans. Bref, être provençal, c'est d'abord venir de très loin. Mais l'histoire commence vraiment il y a 2600 ans. En 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs venus de la cité de Phocée fuient l'invasion perse. Ils naviguent en Méditerranée, ils cherchent un refuge et tombent sur une magnifique calanque. Ils se disent « tiens, on va s'installer là ». Et c'est comme ça que naît Massalia, Marseille, et celle qu'on appelle la cité phocéenne, comme l'origine de ses fondateurs. Ces Grecs ne débarquent pas en conquérant, non, ils négocient avec les tribus locales, les Ligures et les Celtes. Et Massalia devient rapidement un comptoir commercial prospère. Les Grecs introduisent la vigne et l'olivier, deux symboles qui sont encore aujourd'hui indissociables de la Provence. Et ils vont fonder aussi d'autres colonies dans la région, Antipolis, Antibes, Nicaïa, Nice, ou encore Olbia, hier. Alors à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, des populations celtes arrivent en Provence et se mêlent aux habitants, formant une population celto-ligure. Mais au IIe siècle avant Jésus-Christ, Massalia se trouve menacée par les tribus gauloises. Et là, les Massaliotes font appel à leurs alliés romains. Grave erreur, parce que c'est là que tout bascule. En 125 avant Jésus-Christ, le consul romain Fulvius Flaccus intervient pour défendre Massalia. Mais une fois sur place, les Romains ne repartent plus, comprennent l'intérêt stratégique de cette région, qui commande une route terrestre importante entre l'Italie et l'Espagne. En 122, les Romains fondent par exemple Aix-en-Provence. Et la Provence devient la Provincia Romana, la province romaine. D'où son nom, tout simplement. Province, Provence. Le nom évolue ensuite en Gaule transalpine et plus tard encore en Gaule narbonnaise. Et sous les Romains, c'est l'âge d'or. Ils construisent partout. L'amphithéâtre d'Arles, le théâtre d'Orange, les arènes de Nîmes. Arles devient même si importante qu'on la surnomme la petite Rome des Gaules. Et l'empereur Constantin lui-même y organise un concile en 314. Alors cette époque dure 5 siècles. 5 siècles de paix, de prospérité, de romanisation. Les Provençaux adoptent le latin, les mœurs romaines, l'art de vivre méditerranéen. Mais tout a une fin. L'Empire romain d'Occident s'effondre au 5e siècle, les Wisigoths arrivent, puis les Burgondes, puis les Ostrogoths. Et finalement, en 536, les Francs reprennent le contrôle. Et c'est là qu'on commence à parler de Provence pour la première fois. C'est toute l'antique Provence. Contrairement au reste de la Gaule, la Provence conserve une forte spécificité. Elle reste marquée par l'héritage romain et méditerranéen. On y parle encore latin quand le nord de la France adopte progressivement les langues germaniques. Chez le nord. En fait, c'est au Moyen-Âge que la Provence forge véritablement son identité. En 843, le traité de Verdun partage l'empire de Charlemagne. La Provence va à Lothaire, puis devient partie du royaume de Bourgogne-Provence.
et elle échappe ainsi à l'autorité directe des rois de France. Au XIe siècle, elle passe sous l'autorité des comtes de Provence, d'abord la famille des Bossonides, puis celle des comtes de Barcelone, et enfin des comtes d'Anjou. Et cette indépendance relative permet l'épanouissement d'une civilisation brillante. La Provence devient le berceau de la poésie courtoise avec les troubadours. Guillaume IX d'Aquitaine, Geoffrey Rudel, Bertrand de Born. Ces poètes chantent l'amour courtois dans la langue d'oc, qui est si différente du français du Nord. Quan l'Orius de la Fontana cerclarsis sicum farsol. Quand l'eau de la fontaine coule claire comme elle a coutume de le faire. Ça vous dit quelque chose ? C'est du provençal du XIIe siècle. Alors la région prospère. Marseille redevient un grand port méditerranéen grâce aux croisades. Avignon se développe. Les villes obtiennent des consulats, les ancêtres de nos municipalités. Mais au XIIIe siècle, la Provence se trouve prise dans la tourmente de la croisade contre les Albigeois. Alors elle est moins touchée que le Languedoc, mais elle subit les contre-coups de cette guerre religieuse qui va affaiblir l'ensemble du Midi. Et puis, coup de théâtre au XIVe siècle. Le pape, Clément V, sous la pression du roi de France Philippe le Bel, quitte Rome pour s'installer à Avignon. Et pendant 67 ans, 7 papes successifs vont résider dans ce que l'on appelle le Comtat venessin. C'est cette région qui appartient au pape et qui est autour d'Avignon. Et c'est une période qui va transformer radicalement la Provence. Avignon devient l'une des plus grandes villes d'Europe, et le palais des papes, une forteresse gothique, témoigne encore de cette grandeur. Avignon, capitale de la chrétienté, comme l'écrivent les chroniqueurs de l'époque, va attirer les artistes, les banquiers, les marchands de toute l'Europe. Pétrarque y séjourne, et d'ailleurs il va y rencontrer sa muse Laure. Mais cette prospérité cache des tensions. La papauté d'Avignon est perçue comme une captivité babylonienne par ses détracteurs. En fait, c'est le grand schisme d'Occident qui dure de 1378 à 1417, et ce schisme divise la chrétienté entre les partisans du pape à Rome et ceux du pape d'Avignon. Le XIVe siècle, c'est aussi la Grande Peste de 1347-1348 qui décime la population, et on a tous les brigands et les soldats qui pillent les campagnes. Le siècle suivant, le XVe siècle, c'est l'époque du bon roi René. Alors il s'agit de René d'Anjou, qui est comte de Provence de 1434 à 1480. Et c'est un homme de la Renaissance avant l'heure. Alors on l'appelle le roi René parce qu'il est roi titulaire de Naples et de Sicile. Mais il est aussi duc d'Anjou et comte de Provence. En fait, il accumule les titres, mais surtout il transforme la région. C'est un mécène extraordinaire. Il attire les artistes, les poètes, les musiciens à sa cour d'Aix-en-Provence. Lui-même peint, compose, écrit, et on lui doit notamment le fameux livre du cœur d'amour épris, qui est un manuscrit enluminé absolument somptueux. Et à sa mort en 1480, c'est la fin d'une époque. Son neveu, Charles III d'Anjou, va lui succéder, mais il meurt l'année suivante, sans héritier. Et dans son testament, il lègue tout au roi de France, Louis XI. Mais ce rattachement ne se fait pas sans résistance. Les États de Provence, c'est-à-dire l'Assemblée des représentants des 3 ordres, négocient âprement les conditions de cette union, et ils obtiennent des garanties importantes. La Provence conserve ses privilèges, ses coutumes, ses institutions. Elle n'est pas réunie à la France, mais elle est unie. Une nuance juridique fondamentale qui préserve son autonomie. Et Louis XI respecte ses engagements. La Provence obtient un parlement qui est créé en 1501. La Provence garde ses états provinciaux, elle garde sa langue. Elle devient une province d'État jouissant d'une très large autonomie. Et cette union respectueuse explique pourquoi la Provence accepte relativement bien l'autorité royale, contrairement à d'autres régions qui vont être annexées beaucoup plus brutalement. Les siècles suivants ne sont pas de tout repos. Les guerres de religion frappent durement, et le massacre de Mérindol annonce tous les troubles à venir. Alors ce massacre, c'est en 1545. Les Vaudois, qui sont dans le Luberon, venaient de se convertir au protestantisme. Mais ils sont massacrés, 3000 morts en 5 jours,
sur décision du Parlement d'Aix. Par ailleurs, Charles Quint envahit au XVIe siècle 2 fois la région. La Saint-Barthélemy fait aussi des ravages à Marseille et à Aix. Bref, entre le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, les fortunes de la région sont diverses. Marseille devient le port du Levant de la France. Elle monopolise le commerce avec l'Empire ottoman. Et ses négociants s'enrichissent dans le négoce des épices, des soieries ou du café. La région va développer aussi des productions spécifiques. Le savon de Marseille, alors qui est fabriqué depuis le XIIe siècle, mais qui connaît une sorte de proto-industrialisation au XVIIe siècle. Les textiles, ou encore les parfums de Grasse. Et puis, une nouvelle catastrophe arrive. C'est la grande peste de 1720-1722. Elle est partie de Marseille et elle ravage toute la Provence avec des dizaines de milliers de morts. Progressivement aussi, Paris va resserrer l'étau. Louis XIV limite déjà les privilèges provençaux. L'arsenal de Toulon, qui est créé en 1680, c'est aussi pour mieux contrôler cette façade maritime stratégique. La langue provençale recule face au français, qui est imposé dans l'administration et l'enseignement. La Révolution française transforme radicalement la Provence. Paradoxalement, cette région périphérique se montre d'abord très favorable aux idées nouvelles. Marseille envoie 500 volontaires à Paris en 1792. Alors ils chantent en marchant un chant de guerre révolutionnaire, composé à Strasbourg par Rouget de Lille et pour l'armée du Rhin. Mais vu que ce sont les volontaires marseillais qui chantent cette chanson, elle prend le nom de Marseillaise. Mais très vite, la Provence se divise sur la Révolution. Les grandes villes, Marseille et Toulon en tête, soutiennent la République. Et les campagnes plus conservatrices résistent. Et là, la terreur va frapper durement la région. On parle même pour certaines zones de Vendée provençale. À Toulon, qui s'était livré aux Anglais, la répression est terrible. Un jeune officier corse, Napoléon Bonaparte, s'y illustre en reprenant la ville. Et il n'hésite pas à faire tirer au canon sur les émeutiers. Administrativement, c'est aussi la Révolution. Fini les anciennes provinces. Place aux départements. Bouches-du-Rhône, Var, Basse-Alpes, Avignon et le comtat venessin, terre du pape, rejoignent enfin la France. Le Premier Empire apporte la paix civile, mais il affaiblit l'économie provençale. Le blocus continental, décidé contre l'Angleterre, va ruiner le commerce méditerranéen de Marseille. Au XIXe siècle, c'est la Renaissance. D'abord, la région s'agrandit. Après l'intervention française, aux côtés du royaume de Piémont-Sardaigne, là on est dans le cadre de l'unité italienne, la France récupère en 1860 le comté de Nice. En gros, Nice et son arrière-pays. 9 ans plus tard, en 1869, c'est l'ouverture du canal de Suez. Marseille redevient porte de l'Orient et le premier port français devant Le Havre. Le chemin de fer arrive aussi. C'est la fameuse ligne PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, qui relie Paris à Marseille en 1856. La Provence se désenclave. Et cette révolution des transports transforme la région. Les premiers touristes découvrent la Côte d'Azur. Nice devient une destination prisée de l'aristocratie européenne. Cannes, Hyères, puis Monte-Carlo attirent les riches bourgeois et les aristocrates qui cherchent la douceur en hiver. Est né le mythe de la French Riviera. C'est aussi l'époque d'une renaissance culturelle provençale. Frédéric Mistral fonde le Félibrige en 1854, un mouvement de défense de la Languedoc. Il obtient le prix Nobel de littérature en 1904 pour son œuvre en provençal. Les 2 guerres mondiales vont secouer la région comme partout. 1914-1918, 140 000 hommes de Provence sont mobilisés. Durant l'entre-deux-guerres, Sanary-sur-Mer devient un lieu d'exil pour de nombreux intellectuels allemands qui fuient le nazisme. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la région passe sous différents statuts. D'abord zone dite libre, c'est-à-dire sous l'autorité de Vichy, puis une occupation italienne pour l'est de la région jusqu'en 1943, et enfin une occupation allemande d'abord pour l'ouest, puis pour toute la région à partir de septembre 1943. Et là, la Provence va subir durement l'occupation allemande, d'autant plus que c'est une terre de grande résistance. Alors le 15 août 1944 a lieu l'opération Dragoon, le débarquement de Provence des forces alliées. Forces alliées qui sont pour la moitié françaises.
de métropoles et des colonies. Et c'est la libération de la région. Toulon et Marseille sont ainsi parmi les premières grandes villes françaises libérées. L'après-guerre apporte des mutations considérables. L'industrialisation qui s'accélère. On a la pétrochimie à Fos-sur-Mer, l'aéronautique autour de Marignane, le nucléaire à Cadarache. On a le tourisme de masse aussi qui se développe avec la création de stations balnéaires. Aujourd'hui, la Provence fait face à de nouveaux défis. Alors elle reste une région attractive, avec une démographie dynamique et une économie diversifiée entre le high-tech, comme à Sophia Antipolis, des industries traditionnelles et toujours le tourisme. Marseille, qui était capitale européenne de la culture en 2013, s'affirme comme une métropole méditerranéenne. Marseille, ça alors? Le TGV Méditerranée, depuis 2001, la place à 3 heures de Paris. Mais la région doit aussi gérer des défis importants, l'urbanisation, la pression foncière et les inégalités sociales. Et surtout, la Provence maintient vivace cette identité si particulière, forgée par l'histoire. L'accent, la pétanque, la bouillabaisse, les marchés colorés, c'est pas seulement du folklore, c'est l'héritage d'une histoire millénaire. En fait, la Provence, c'est comme un masque qui a été bâti pierre par pierre. Chaque civilisation a ajouté sa pierre, les Grecs, les Romains, les Francs, les Français, avec comme résultat un édifice unique, solide, capable de traverser les tempêtes tout en restant ouvert au monde. Et finalement, c'est ça le génie provençal, cette capacité unique à avoir su préserver son âme méditerranéenne, tout en s'intégrant pleinement à la France. Être pleinement français, tout en restant fièrement provençal. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode sur l'histoire de la Provence. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas à parler aussi du podcast autour de vous, à envoyer les liens vers les épisodes ou à les conseiller. C'est vraiment très précieux le bouche à oreille pour faire connaître mon travail. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.